Salut à tous les amis, c'est Loïc de Zimmerblind, j'espère que tout le monde va bien et je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube Zimmerblind Music pour la toute première interview que je vais vous proposer aujourd'hui et honnêtement je suis honoré, vraiment très très honoré d'accueillir en premier invité sur la chaîne Monsieur Tanguy Kerleroux alias TK, voilà. Et donc du coup, je vous propose une petite entrevue avec Tanguy. On va parler de lui, sa vie, son œuvre, pour reprendre un petit peu les propos de Pierre Journel de la chaîne Guitare qu'on va évoquer aussi. Voilà. Et voilà, je vous propose d'embarquer avec nous, avec Tanguy, dans un petit moment ensemble où on va parler de tout plein de choses. Et vous allez voir, on va faire en sorte que ça soit le plus intéressant possible et vous allez vous éclater. Interview de Tanguy Kerleroux, c'est maintenant sur Zimmerblind Music. Salut Tanguy. Salut Loïc. Eh bien écoute, enchanté, vraiment, je redis ce que je viens de dire en introduction, enchanté de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui, d'avoir l'honneur de pouvoir avoir cet échange avec toi. Je pense honnêtement que c'est pas commun quand on démarre une activité sur YouTube. Là, à l'heure où on se parle, je suis à 72 abonnés, 11 vidéos et j'ai le privilège d'avoir TK qui vient sur la chaîne. Donc vraiment déjà, pour commencer, un grand merci à toi d'être là. Mais avec grand plaisir. Déjà. Avec grand plaisir. On a discuté tous les deux sur Messenger et évidemment, il y a aucun souci. Avec grand plaisir. Je suis très content d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Super. Eh bien, écoute, je pense que la majorité de notre audience te connaîtront, mais je te propose quand même de te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, et puis on va embrayer après sur notre échange. Bien sûr. Eh bien, moi, c'est Tanguy Kerleroux, voilà, alias TK, tu l'as dit, effectivement. C'est venu sur le tard, d'ailleurs, hein, ce nom de scène. J'ai commencé par mon nom et prénom, et donc, eh bien, guitariste, musicien pro depuis... je fais de la guitare depuis plus de 17 ans maintenant, j'ai du mal à compter. J'ai commencé tard, hein, j'ai commencé à 16 ans. Donc du coup j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, mais une fois que je me suis mis, évidemment ça a été un peu la révélation de ma vie. Ouais. Et donc voilà, donc moi je me suis fait connaître sur internet en fait en ayant un concept, c'est de reprendre mes tubes en fait, mes morceaux préférés, en reprenant en fait la ligne de chant à la guitare électrique. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait j'ai toujours gardé ce truc là. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là et je suis hyper content de continuer. Donc voilà, je suis majeur. Alors j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mais évidemment je porte ça sur scène, et c'est surtout ça aussi que je veux mettre en avant en général sur mes vidéos, c'est de dire aussi que il y a les vidéos aussi, mais il y a aussi la partie musique live qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux du coup nous détailler un petit peu déjà pour commencer la partie vidéo, comment tu procèdes, en quoi ça consiste et sur quel réseau on peut te trouver ? Alors moi, si tu veux, ça a été un process, ça a été une logique en fait de réflexion de ma part. En fait, j'ai commencé sur YouTube comme tout le monde, hein. J'ai commencé vraiment par faire justement ces reprises-là avec le matos que j'avais à l'époque, qui était pas celui d'aujourd'hui, je vais pas te le cacher. Ça a été vraiment... Enfin, il y a des vidéos aujourd'hui que j'ai du mal à re-regarder parce que, évidemment, voilà, hein, on essayait de faire un petit peu comme on pouvait pour s'enregistrer avec la vidéo, avec le son. Et donc, du coup, j'ai commencé sur YouTube avec un format horizontal, donc en reprenant des morceaux, mais entiers. Et si tu veux, j'ai commencé à bifurquer tranquillement vers le format vertical, pardon, pas horizontal. Vertical après le Covid, vraiment 2020-2021, où là, si tu veux, j'ai senti qu'il y avait un créneau. Notamment sur Insta et TikTok. D'accord. Surtout TikTok maintenant, où il y avait de la place en fait. Hein, j'aimais beaucoup en fait ce format-là parce que ça me permettait vraiment d'exploiter en fait une portion précise du morceau, pas le morceau dans sa globalité, mais surtout un passage en particulier que j'aimais bien, qui me tenait à cœur. Et ça tenait aussi de l'observation hein, de ma part. J'ai fait des études aussi un peu dans la com et évidemment, je sais que il y avait une certaine consommation sur
sur YouTube, mais aussi une consommation énorme de contenu rapide. Et je suis un peu parti là-dessus, effectivement, pour mettre en avant vraiment la guitare électrique, quoi. Donc voilà, donc je suis parti vraiment du cover en entier, que j'ai pas abandonné, hein, je continue de le faire de temps en temps sur YouTube, et des vidéos maintenant d'1 minute 30, 2 minutes sur Insta et TikTok. D'accord. Voilà. Et en termes d'audience, du coup, quelle différence majeure tu as trouvée entre YouTube et TikTok ? Eh ben, figure-toi que c'est à peu près le même, et j'ai envie de te dire que ça a été rassurant, parce que finalement, ça veut dire que du coup, mes vidéos atteignaient le bon public. Oui. Ça a été à peu près le même, en gros. Donc, en général, ça 35-55, hein, je catch un public plutôt dans cette tranche d'âge un peu plus âgé. Alors, il faut quand même avouer que TikTok et Insta m'ont quand même permis d'avoir une audience un peu plus jeune, hein, évidemment, mais beaucoup plus sensible à d'autres types de covers, quoi, hein, pas trop années 80. Il y a quelque chose que j'adore aussi reprendre, c'est des morceaux plutôt électro, où je sens qu'une guitare électrique peut apporter aussi quelque chose de frais. Oui. Et ça m'est arrivé de reprendre des morceaux comme Blue, par exemple, tu vois, de FL65. Oui. Voilà, et où en fait il y a une mélodie, si tu veux, et à partir du moment où je sens qu'il y a quelque chose qui peut matcher entre la guitare électrique et un univers dans lequel on l'attend pas, si tu veux, j'aimais bien la proposition, quoi. Et donc ça a été des bonnes surprises, parce que ça a été des vidéos qui ont très bien marché, et notamment auprès d'un public plus jeune. Voilà. D'accord. Et sur TikTok, du coup, là tu dis que tu as pu cibler donc un public plus jeune, mais tu parles quand même d'une audience globalement 35-55. Tu la retrouves également sur TikTok, cette audience-là ? Oui. Aujourd'hui, honnêtement, en tout cas, mon observation, elle est que les cartes un peu ont été rebattues. Alors, TikTok est, je pense, un média qui a souffert d'une mauvaise réputation, hein, et moi-même, hein, franchement, je peux te dire que j'ai mis du temps à m'y mettre, parce que pour moi c'était pas du tout mon biais de communication, et pourtant en fait ça reste quand même un réseau social qui, si tu l'exploites correctement, peut vraiment t'apporter quelque chose de positif. C'est la même chose qu'Instagram, mais c'est juste que tu n'as pas les photos. Alors tu peux très bien en poster, mais on va dire que c'est quand même orienté vidéo. Donc si tu veux, moi j'ai vu que vraiment il y avait un public, si tu veux, qui était sur TikTok, un public qui est venu à des masterclass, qui est venu à des concerts. D'accord. Et donc ce n'est pas que des gens qui regardent, quoi. C'est aussi des gens qui interagissent, et qui te suivent et qui te soutiennent. Donc si tu veux, j'ai appuyé ce truc-là, et aujourd'hui, voilà, les chiffres sont super cool. Tu vois, on est sur une base de presque 2 millions de vues par mois. Ouais, vois, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, c'est énorme. Ouais. Félicitations, beaucoup, donc, bravo. Merci. donc voilà, donc si tu veux, c'est très encourageant pour la suite. Ouais. Voilà. Tant qu'on est sur ce sujet-là, du coup, si on parle un peu matos, alors pour l'instant, matos purement informatique, on viendra bien sûr à nos crises de gaz mutuelles après. En termes de matos vidéo, du coup, est-ce que tu as évolué ? Est-ce que tu as tout de suite trouvé ta façon de filmer, ta façon de t'enregistrer ? Comment est-ce que tu pourrais décrire ton cheminement à ce niveau-là ? Eh ben, écoute, moi j'ai toujours essayé d'aller au plus simple. Ça c'est quelque chose que je dis très souvent, si tu veux, quand je discute avec des copains qui veulent faire plus de vidéos, être plus productifs, des gens qui ont du mal, si tu veux, à produire la quantité de vidéos qu'ils veulent produire dans l'idéal, si tu veux. J'ai beaucoup de potes, voilà, qui me disent qu'ils mettent une demi-heure à s'installer, c'est hyper compliqué parce qu'il faut qu'ils changent tout le setup, etc. J'ai vraiment essayé, moi, d'abord d'avoir le truc le plus simple au monde, vraiment, pour pouvoir me mettre en place rapidement et désinstaller rapidement. Donc en gros, c'est tout simple. Moi, je me filme à l'iPhone. Oui. Voilà. Je me filme à l'iPhone avec toujours les mêmes réglages. Pour rentrer dans les détails techniques, si ça intéresse certains, c'est toujours en 1080. Et j'essaie d'avoir une vidéo assez fluide. Donc, du coup, je mets toujours un taux à 60 images par seconde pour avoir vraiment une vidéo fluide, quoi, le plus fluide possible. Et donc, un écosystème tout Apple pour pouvoir, en fait,
transférer les vidéos facilement, pour pouvoir avoir tout compatible en termes de format. Et ça va vite en fait. Une fois que j'ai en fait shooté ma vidéo, si tu veux, moi je me shoot d'un côté pour la partie vidéo, et évidemment j'enregistre la guitare à côté. Donc toutes mes vidéos sont jouées live. Oui. Et donc en gros, j'ai un micro sur mon baffle, il va dans une carte son directement dans le Mac sur un projet Logic, Ouais. et j'assemble la vidéo et l'audio après, quoi. Voilà. Ok. Bah c'est super intéressant ce que tu expliques là, puisque pour te dire, c'est exactement la façon qu'on m'a enseigné, la méthode que l'on m'a enseignée à moi pour que je puisse également me débrouiller avec du coup le gros souci, le gros bémol de base qui est la cécité, hein, puisque évidemment. pour celles et ceux qui regarderaient pour la première fois la chaîne, donc je suis aveugle de naissance, et c'est vrai que pour moi c'était un énorme pari de pouvoir me lancer sur YouTube en faisant la quasi, si ce n'est totalité, seule. Ma compagne est là pour m'aider pour tout ce qui est visuel, notamment les miniatures, parce que on a quand même vite compris qu'avec une miniature, il y avait tout de suite plus d'attrait et d'intérêt pour les vidéos. Par contre, voilà, pour l'idée, c'est pareil, en fait, pour me filmer, que je puisse m'installer, en fait, comme toi, en plug and play, et pas prendre 3 plombes, justement, pour que ça puisse être aussi nature et jouer live. Après, c'est vrai que moi, le problème, c'est qu'il a fallu trouver un cadrage le plus large possible, un champ le plus large possible, parce que le souci, comme je ne vois pas, j'essaye de rester comme là, hein, par exemple, le plus face au bureau possible, mais ça va pouvoir m'arriver d'être un peu tourné vers la droite, d'être un peu tourné vers la gauche, et l'idée, en fait, c'est de parvenir à trouver quelque chose qui fasse que je ne sors pas du champ et qu'on me voit toujours bien. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Alors pareil, du coup, l'ami et formateur que je vais citer ici, Lucas Volpi de la chaîne de Luc, qui est aussi non-voyant et formateur pour déficients visuels autour de l'univers Apple, lui m'a dit, il y a une solution, justement, c'est d'utiliser l'iPhone, ce qui me permet déjà de me filmer avec un plan fixe. Donc ma compagne, très douée de ses mains, m'a fait quelque chose dans le mur pour que l'iPhone soit toujours placé au même endroit. Et après que je puisse aussi faire les montages, et notamment l'assemblage. Et effectivement, en fait, il faut savoir que Logic, ça me parle énormément aussi, puisque Lucas a créé un logiciel pour le rendre totalement accessible aux déficients visuels. En fait, il a créé un logiciel qui s'appelle Fastboard, qui s'installe, donc une surcouche qui s'installe sur Logic, pour faire simple, et qui adapte du coup Logic à base de raccourcis clavier pour qu'on puisse être totalement autonome de l'enregistrement jusqu'au mastering. Ok, voilà. Wow. Et donc du coup, pour les vidéos, simplement, c'est ce que je fais du coup. Hein. Donc je prends la vidéo de l'iPhone, je l'importe dans Logic, et pour synchroniser image et son, et bien du coup, voilà, je déplace ma tête de lecture, ma région, etc., sans trop rentrer dans les détails, pour superposer les deux audios et que le son corresponde à l'image. Et ça me permet du coup d'uploader après tout ça. Donc voilà, ce qui est super en fait, c'est que ça montre que ce qu'on peut nous enseigner en tant que déficient visuel reste dans l'inclusion, dans l'inclusivité, et notamment grâce à Lucas, nous on peut utiliser les logiciels du marché. Voilà, tu me parles de Logic, ça me parle très bien, alors qu'il y a encore quelques années, le peu qui existait, c'était des logiciels très spécifiques pour les aveugles et faits par les aveugles, tu vois, c'est uniquement. Donc voilà, ça me parle beaucoup. Par contre, effectivement, après, il y a toute la limitation technique et visuelle. Là, en l'occurrence, on s'est dit, il faut trouver un juste milieu pour me voir plutôt bien et qu'on voit surtout mes doigts pour ce que je montre en pédago, parce que ça reste quand même l'essentiel, qu'on voit ce que je joue. Évidemment. Bon, le compromis qu'on a trouvé, c'est ça me scalpe un petit peu, on voit pas le dessus de mes cheveux, tant pis. Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve, ce qui est compliqué pour se lancer dans ces cas-là, c'est qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup recherchent, entre gros guillemets, la perfection visuelle, vraiment le côté léché, etc. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas le choix que de faire des compromis, de faire des concessions pour arriver à un format le plus exploitable possible, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ok, et donc du coup, tu es toujours sur ce setup-là aujourd'hui Oui, oui. À part quand je change d'iPhone, mais je reste toujours sur l'iPhone, quoi. C'est le plus simple finalement. J'ai un trépied sur lequel du coup je place l'iPhone directement. J'ai toujours le même angle de vue dans mon studio. Alors j'ai vendu ma maison, donc du coup j'ai changé un petit peu de configuration, mais j'ai toujours voulu avoir le même coin de mur, si tu veux, avec l'ampli, les guitares au mur, etc. Donc si tu veux, le repère change pas vraiment, tu vois. D'accord. Donc voilà, mais j'ai toujours effectivement le même cadrage
Et il faut toujours voilà, essayer tu vois, de trouver l'élément visuel qui fait que les gens vont se souvenir de toi aussi un petit peu. Il y a de ça, clairement. Oui. Ça va rappeler voilà, un décor, n'importe quoi, mais il faut que ça rappelle quelque chose aux gens pour que les gens se souviennent de toi. C'est ça. Il y a de ça. Ok. Ok, si on passe maintenant au côté musicien, donc là on a évoqué ton activité de vidéaste, tu as évoqué aussi des masterclass. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais en dehors des réseaux aujourd'hui? Eh ben, écoute, il y a plusieurs volets. Alors, donc le premier, c'est les concerts, c'est-à-dire que ce que vous voyez en vidéo, moi je le joue en live, Oui. donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du festival au concert dans un bar finalement. Ça m'est arrivé de faire vraiment les deux. Donc tout est possible et donc ça c'est le premier onglet et c'est ce qui me tient peut-être le plus à cœur vraiment parce que c'est ce que je préfère finalement, être sur scène. Oui. Le deuxième onglet, tu l'as dit, c'est les masterclass. Donc les masters en général, c'est souvent soit seul ou en duo. J'aime beaucoup faire ça aussi parce que ça permet d'allier un petit peu les visions. Moi qui suis complètement autodidacte, je me suis formé vraiment à la théorie sur le tard, vraiment à partir du moment où j'ai commencé à donner du cours et de la masterclass. Oui. Là pour le coup, voilà, j'aimais bien, si tu veux, allier des visions qui étaient un petit peu complémentaires. Donc là, pour donner un exemple, les deux prochaines masterclass qui arrivent, ce seront avec Pascal Vignier, tout début novembre, du coup à Caen. Et normalement, on est en train de regarder, mais peut-être ce sera dans le nord de la France, mais en gros, sur le week-end du 9-10 janvier. Et le week-end suivant, c'est une autre masterclass avec un autre ami, Florent Passamonti, qui est pareil aussi très très pointu en théorie. Et donc, celle-ci sera vraiment orientée sur voilà, une partie guitariste, en fait, sur les guitaristes qui nous ont beaucoup influencé, David Gilmour et Steve Lukather. D'accord. Et voilà, et donc ça c'est des trucs que j'adore faire, si tu veux, parce que c'est encore une fois des visions qui sont complémentaires. On n'a pas du tout le même parcours, mais on se rend compte que on atterrit quand même au même point d'arrivée. Le même point d'arrivée, il est que on vit de notre passion et on prend du plaisir, on prend du kiff quand on fait de la guitare. Et donc les parcours sont différents et le message, il est de dire que peu importe finalement votre parcours, la vérité, il n'y a pas de vérité absolue dans la musique. On sait que il faut que vous preniez simplement le parcours sur lequel vous êtes le plus sensible. Si à un moment donné, vous sentez que la théorie est nécessaire, prenez le biais de la théorie, mais vous n'êtes pas obligé de vous former tout de suite à la théorie si ça vous barbe. Voilà, moi, je ne me suis pas du tout formé à la théorie pendant une dizaine d'années peut-être. J'en ai pas fait. Et pourtant, j'ai quand même pratiqué l'instrument. Donc tout est possible finalement. Voilà. Donc en gros, les masterclass, ça c'est quelque chose que j'adore parce que ça permet aussi d'être vraiment au contact du guitariste. Donc il y a évidemment dans ton public, les gens qui te suivent, tu as des non-musiciens et tu as des musiciens. Et donc là, on est vraiment sur la partie musicien. Ok. Et donc après il y a les showcases aussi que je fais beaucoup. Je me permets de te couper. Juste qu'on reprécise, donc la masterclass avec Pascal, ce sera début janvier. Tu as dit novembre tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets. Ouais. Pardon, j'ai dit novembre. Pardon. Alors non, qu'on redonne bien les bonnes dates pour les personnes qui. Oui, c'est un petit peu effectivement dans le passé. Non, janvier, pardon. Janvier 2026. Donc c'est le 10 et le 11. Voilà. Ouais. Le 11 c'est un dimanche et ça aura lieu à Caen et le 10. On n'a pas encore le lieu. Ça devrait soit être Rouen, soit être Amiens. On est en train de regarder un petit peu les lieux. Et le week-end suivant, c'est le week-end du 17 janvier. Là, ce sera du coup à Paris, au Studio Bleu, avec Florent Passamonti. Super. Voilà. Donc là, à l'heure où on se parle, donc on est le samedi 6 décembre 2025. Donc là, on parle de masterclass du coup, qui auront lieu tout début de 2026. Tout à fait, dans un mois. Voilà. Avant de parler des showcases, une question m'est venue dans ce que tu as dit, et c'est un sujet aussi que je souhaiterais aborder. Tu parlais justement des personnes qui ne sont pas forcément musiciennes. Oui. Est-ce que pour toi, quel intérêt tu vois et comment tu ressens l'exercice de pouvoir être compris et compréhensible par les personnes qui ne sont pas musiciennes dans la salle? Et après, je te raconterai une petite anecdote toute fraîche, tu verras. Ouais. Bah, c'est un vrai sujet parce que finalement, c'est un peu ça. C'est comme ça que j'oriente mes vidéos et ma musique en règle générale, si tu veux. Évidemment, c'est
parce que je vis les choses à 200% et à 2000% même si je devais être précis. Je vis tellement le truc que évidemment j'ai envie de partager ça avec l'audience, qu'elle soit musicienne ou non musicienne, mais ce que j'essaye de faire en orientant mes vidéos, c'est surtout d'essayer de convaincre quelqu'un qui n'écoute pas la guitare électrique de base, tu vois. Oui. L'idée, elle est là en fait. Elle est de dire comment je fais aujourd'hui pour faire en sorte que quelqu'un qui n'écoute pas de guitare maintenant se dise waouh, c'est trop bien, j'écoute de la guitare, j'adore ça, tu vois. Ouais. Et donc le sujet, il est de, c'est dur à résumer quand même parce que il n'y a pas vraiment de stratégie idéale. Par contre, j'ai pris un parti. Le parti, il est de dire que la technique doit venir au service de la musique et pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Elle doit, tu dois être capable de raconter une histoire dans ce que tu joues, Ouais. et cette histoire, elle doit être logique. Elle doit pas être dans la démonstration. Si t'es un démonstrateur, tu cueilleras personne finalement, à part toi. Et peut-être des gens qui sont sensibles à ça, mais pour moi, c'est pas la bonne stratégie. La stratégie, elle est de dire que la musique, elle doit susciter quelque chose, c'est une émotion. L'émotion, elle doit être... l'image, elle est là. B.B. King, il te mettait la misère avec 2 notes. C'est ça. Exactement. Et donc, tout le sujet, il est là. C'est de dire comment, en une seule note, tu dois mettre le frisson à quelqu'un. Ouais. Et donc, pour ça, pour moi, c'est un cumul d'ingrédients qui doivent être tous mis ensemble dans une marmite, et le miracle doit avoir lieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable simplement de mettre le frisson par la justesse de la note, par le bon vibrato, par simplement l'émotion. En fait, il y a une dimension qui est propre à chacun, c'est de dire comment tu fais pour charger la note et mettre de toi dans l'émotion, dans la note. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Exactement. Et pour te dire, du coup, moi, dans mon programme en ligne, la Zimmer Guild, un des volets que j'enseigne concerne la biomécanique pour, du coup, bien se placer, bien s'échauffer et être performant, si je puis dire, même si j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'encore une fois, c'est comme tu viens de le dire aussi, c'est subjectif. Et notamment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle du potentiel technique, et notamment de ce truc avec donc la main gauche, le fait de positionner le pouce plus en appelant du majeur que de l'index, pour bien libérer du coup le potentiel de dextérité qui est globalement plus présent, plus développé, plus développable si je puis dire, que si on a le pouce plus décalé en externe. Mais dans cette vidéo j'explique ça aussi, c'est-à-dire que là on parle de potentiel technique, mais il faut à mon sens sans cesse l'opposer au potentiel musical, au potentiel artistique et surtout à notre objectif, à ce qu'on veut transmettre. Une fois, alors je ne vais pas citer parce que je ne sais plus quel pédagogue j'ai entendu dire ça, qui disait que lui, il avait passé 5-6 ans à débouler de la gamme, etc. Il était devenu un super bon shredder. Par contre, au bout de ces 5-6 ans, il s'est dit mais maintenant ça j'en fais quoi ? Ok, j'ai abouti à ça, mais maintenant j'en fais quoi ? Et du coup, il a changé complètement son fusil d'épaule et il est venu justement à l'expressivité pour pouvoir lui s'exprimer et parler avec son instrument, quoi. Ah, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est ça. Voilà. Il y a cet onglet-là qui est propre à chacun. C'est comment développer sa propre expressivité, pardon. Et c'est ce qui normalement est censé faire la différence. C'est ce qui fait que, par exemple, quand tu joues un licks, la phrase de quelqu'un, je sais pas, si demain tu veux faire un licks, un phrasé de Gary Moore, c'est ce qui fait que ça sonnera Loïc et que ça sonnera pas Gary Moore. C'est le fait que justement tu y mettes du tien avec ton son, ta dextérité, ta manière de faire vibrer la note, etc. Exactement. Et là, d'ailleurs, tu me permets de rebondir là justement sur les petites anecdotes que je voulais te partager. Là, il y a une dizaine de jours, on est allé à Pigalle pour le pop-up PALF. Et du coup, Florent Passamonti notamment était là, et également Swan. Et à un moment, Florent, dans sa masterclass, justement, a joué le plan de The Wall, d'intro du solo de The Wall. Et il dit, là, si vous le mettez dans votre jeu, les connaisseurs sauront. Mais par contre, vous n'allez pas sonner David Gilmour, vous allez sonner un tel, quoi. Vous allez mettre votre patte, et c'est comme ça qu'on apprend à parler, en fait. C'est en s'inspirant. Mais si on n'a pas de but d'inspiration, du coup, c'est là qu'on peut se perdre, quoi.
Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça, bien sûr. Ouais, tout à fait. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui. Et la deuxième anecdote, donc du coup, c'était Swan. Personnellement, j'ai adoré justement son approche. C'est en ça que, du coup, je t'ai entraîné sur ce sujet-là. Swan est venu nous parler harmonie. Et la première question qu'il a posée, justement, c'était de demander est-ce que tout le monde est musicien dans la salle? Donc, je crois qu'elles ont été 2 à lever la main, dont ma compagne, pour dire non. Et Swan a dit ok, je vais m'adapter pour que ce que je vais vous raconter parle au plus grand nombre. Et il nous a parlé harmonie, théorie appliquée, et Angelina est à côté de moi, et elle buvait ses paroles. À la fin, on est même allé reparler un peu avec lui, et là, notamment, il a pris l'exemple d'Harry Potter. Il a bien capté que c'était une grande fan d'Harry Potter, puis du coup, il lui joue la mélodie, puis il dit ok, ça c'est la mélodie d'Harry Potter, je te joue la progression d'accords qu'on entend dans le premier film, et maintenant, je te joue la progression d'accords qu'on entend dans le 7e film. C'est la même mélodie, mais c'est pas du tout la même intention, parce que c'est pas du tout la même émotion qu'on voulait transmettre. Ouais, mortel. Ouais, carrément. Et on est ressorti de chez Swan, et puis Dieu sait que Swan est extrêmement calé et pointu dans ce qu'il peut transmettre. Eh bien, Angel, elle a adoré, elle a tout compris, alors qu'elle n'était pas musicienne. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça. Et j'ai adoré cette approche-là. Mais... Carrément. Voilà. Et toi, donc, du coup, tu as déjà eu des histoires comme ça, où des personnes qui t'ont côtoyé après se sont mises à la guitare? Oui. Ouais. oui, ça m'est arrivé. Oui, j'ai un gars qui me suit depuis très longtemps et on est devenu copains depuis parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui m'a suivi sur beaucoup de dates, qui a toujours été un grand soutien surtout. Ouais. Qui finalement a fini par effectivement se mettre à la guitare et qui justement était un de mes stagiaires à la Bandcamp, le fameux stage de guitare dans lequel justement je suis coach avec justement Swan et puis Flo entre autres. J'allais en parler, tu veux nous en dire quelques mots sur le stage? Ouais, écoute, c'est un stage qui a lieu depuis déjà 5 ans, hein. C'était la 5e édition cette année. Ouais. Donc écoute, c'est juste un rendez-vous exceptionnel à chaque fois pour nous, que ce soit stagiaire ou coach, hein. Moi, je sais que c'est une semaine que j'attends toujours avec impatience parce que on se retrouve pendant une semaine en Haute-Savoie, hein. Donc on est dans un petit village qui s'appelle Burdignan, hein. Donc c'est pas vraiment connu finalement, mais maintenant dans le monde de la guitare française, ça y est, ça commence à avoir son petit nom. Oui. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? En fait, on se retrouve pendant une semaine dans un lieu complètement perdu en haute montagne, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc on est entre nous. Il n'y a pas de village avant 5-10 minutes de route finalement. Ouais. Et en fait, voilà, on est 4 coachs, hein, donc avec 4 influences univers différents. Et on a une quinzaine de stagiaires chacun qui s'inscrit avec nous. Voilà. Et donc, pendant une semaine, on est tous ensemble dans ce même lieu, hein. Voilà. Donc, moi, je mène toujours le même cursus. Un cursus basé sur l'improvisation, le développement de l'oreille, le phrasé, l'expressivité, la mélodie. Voilà, c'est tout ça. Et donc, il y a des jams, des masterclass. Il y a des marques qui sont partenaires, historiques d'ailleurs, hein. Je pense notamment à Thierry Labrousse de Kelt qui a toujours été présent. Ouais. Et donc voilà, donc c'est extra. On vit vraiment le monde de la guitare tous ensemble. On mange, on boit guitare, on parle guitare pendant une semaine et c'est mortel, quoi. Et on se fait surprendre par Pierre Journel quand il fait des visites surprises sans prévenir. Exactement. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'est pas venu d'ailleurs, Pierre. Donc je lance un appel officiel. Pierre, viens à la 6e édition. Voilà. On le salue d'ailleurs. Salut Pierre. Exactement. Gros bisous, Pierre. On en reparlera un peu de lui juste après. Ça sortira pas de l'internet, comme il dit si bien. C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Ok, alors du coup, encore une petite chose en lien avec les masterclass, tu as évoqué 2 pédagogues. Alors c'est marrant parce que je trouve qu'ils te caractérisent vraiment, en tout cas moi, de l'image dont je me suis fait de toi avant cette interview et cette interview corrobore cette image-là. À savoir, moi je me suis toujours dit, Tanguy, c'est un mélange entre émotion, expressivité et toucher
et le tout au service de cette émotion, de ce ressenti. Et C'est gentil. tu as Merci. notamment cité Pascal Vignier. J'ai eu la chance de prendre des cours avec lui pendant 1 an, il y a 2 ans. Ah, waouh. Ouais, et j'ai fait aussi quelques masterclass Zoom avec lui. Et c'est vrai que pour Ok. le coup, Pascal, pour moi, Pascal Vignier et jeu émotionnel, pléonasme. Hein, on est Clairement. vraiment. Une petite anecdote, je me souviens, il y a 2 ans, j'étais en train de nettoyer mon lieu de travail et j'écoutais son album Minuit sur les toits. Et, Magnifique album. ouais, et donc du coup, on est arrivé sur le morceau Derniers Instants, et comme j'avais les AirPods, je connaissais pas le titre, je lisais pas les titres, et là je tombe sur Derniers Instants, ça m'a hypnotisé, en fait je me suis arrêté, je me suis assis, j'ai pensé à ma grand-mère, voilà, qui est décédée en 2020, qui était donc du 10 janvier. Et ce 10 janvier de 2023, du coup, ouais, je me suis assis, j'ai pensé à ma grand-mère, les bons moments comme les moments plus tristes, je me suis mis à pleurer. Et après, je suis remonté en arrière sur la playlist, j'ai vu le titre du morceau, Derniers Instants. Et là, j'ai commencé à aller écouter du coup les lives que Pascal avait fait lors du confinement. Et Bien sûr. il jouait ce morceau quasiment à chaque live. Et jusqu'au moment où il dit, bah voilà, Derniers Instants, pour moi, c'est un morceau qui vise à se rappeler d'une ou deux personnes qu'on aime et ou qu'on a aimées, et de se rappeler des moments, et aussi, voilà, de vivre au mieux les derniers instants avec cette personne. Et Exact. là, en fait, ça m'a pris au trip, et je me suis dit, ah ouais, si justement Pascal, avec ce titre instrumental, est parvenu à transmettre justement à quelqu'un comme moi qui vit la musique sur son émotionnel en grande majorité, les émotions qu'il souhaitait transmettre, ça veut bien dire qu'il n'y a pas besoin de paroles pour parler avec son instrument. Et bien sûr. Tu vois. Et c'est pour compléter ton anecdote, Derniers Instants, c'est pareil, c'est un morceau qui m'a vraiment touché chez Pascal, donc c'est un morceau que j'adore jouer avec lui quand on fait nos masterclass ou showcase ensemble. On en a fait 2, un à Caen, un à Toulouse, Ouais. et c'est vraiment un plaisir immense de jouer ce morceau parce que comme toi, moi il me fait penser aussi, il me fait penser beaucoup à mon père, et donc finalement en fait c'est là où pour moi tu coches toutes les cases finalement, parce que comment dire, tu arrives en fait à ce que le non-musicien ou le musicien arrive à se l'approprier, et donc à partir du moment où tu t'appropries quelque chose, c'est que le pari est réussi. Tu as réussi en fait à vraiment transmettre le truc, et voilà, franchement j'ai beaucoup de respect pour Pascal, et pour vraiment ce qu'il a réalisé. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, voilà. Vraiment. Et quelle que soit l'émotion qu'il veut transmettre, en fait, ça match, et donc ça marche, quoi. Effectivement, c'est là-dessus on se rejoint beaucoup. Ouais. Et donc du coup, Florent Passamonti, alors je ne veux pas le réduire à cela, mais pour moi, quand j'écoute Florent, je pense toucher. Et toucher, et donc du coup, travail du toucher pour donner justement la valeur qu'on veut donner à sa note et ou à son plan. Et je trouve que justement, quand il s'exprime, notamment en masterclass ou même dans ses vidéos YouTube, cette importance du toucher ressort beaucoup chez lui. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Voilà. Non, mais je partage complètement, effectivement. J'aime beaucoup ça, et je pense que voilà, c'est un ami, donc il sait très bien ce que je pense de lui, mais évidemment, il a une maîtrise du blues exceptionnelle, donc voilà, c'est vraiment super, quoi. Ouais. Ah ouais, top. Ok. Du coup, tu allais embrayer sur la partie showcase de ton activité, donc vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est ça. Écoute, showcase, j'ai le plaisir du coup d'en faire pour 2 marques principalement. Donc les showcases, c'est justement des dates dans les magasins, tout simplement. Alors juste, je me permets de te couper, ne parle pas de Marseille tout de suite, on en parle juste après. Tu vois de qui je parle? Ouais, ok. Écoute, alors les showcases, donc historiquement, j'ai commencé avec Savarez, oui. donc évidemment ma marque de cordes pour laquelle je suis endorsé. Donc Savarez, c'est voilà, une de mes plus belles rencontres professionnelles, hein, Philippe Guyon, qui a été juste une rencontre de dingue. Et donc, voilà, grâce à eux, évidemment, ils m'ont fait tourner partout en France dans les magasins. Et
et voilà, j'ai même la chance d'aller au NAMM avec eux l'année dernière. Waouh, ah ouais. Et donc voilà, donc c'est vraiment un immense plaisir de faire des showcases pour eux. Et en même temps, voilà, c'est ça. Moi, toutes les cordes, enfin les focus, comment dire, équipent toutes mes guitares et j'ai jamais été déçu par ces cordes-là. Et nouvellement, du coup, je fais des showcases aussi maintenant pour PRS, voilà, pour qui je suis endorsé aussi depuis le mois de mars. Ok. Et donc voilà, donc j'ai fait déjà deux showcases pour PRS, le premier à Nantes et l'autre à Bordeaux. Et puis j'ai aussi joué pour eux au Palais des Congrès, du coup au Paris Audio Vidéo Show en mois d'octobre. Donc voilà, c'est une belle Waouh. rencontre, enfin une belle opportunité évidemment. PRS, c'est une marque absolument mythique. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Bah, justement, moi, personnellement, je ne connaissais pas, enfin je connaissais de nom hein, bien sûr, mais j'ai appris à côtoyer avec Pierre Journel et sa signature John Mayer, qu'il aime bien brandir fièrement. La Silver Sky. La Ouais, Silver Sky, voilà, qui avait été son bébé il y a quelques années. évidemment. Et du coup, Ouais. tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ta rencontre avec PRS? PRS, Ouais. bah écoute, c'est encore une fois, c'est les rencontres, hein. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore mettre en avant. C'est vraiment vrai. Si tu veux, à une époque, j'étais endorsé chez L'Année. Oui, Donc les amplis, ouais. et donc avant d'être chez Kelt en fait, hein. Et du coup j'étais en direct avec la marque. Et finalement, la marque m'avait mis en contact avec un référent français qui bossait du coup chez le distributeur français qui est Saiko. Et donc Philippe Sisler, avec qui voilà, j'avais des rapports de travail extrêmement cool. Moi, j'avais vraiment apprécié bosser avec Philippe. Et donc, à un moment donné, Philippe est parti de Saiko. Moi, j'ai quitté aussi L'Année puisque il y a eu la rencontre avec Thierry de Kelt. Donc, si tu veux, voilà, on s'est dit bon bah, il faut pas qu'on perde le lien parce qu'on avait vraiment apprécié travailler ensemble. Et donc, je recroise Philippe au salon à Montrouge cette année et je fais comment ça va et qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps. Et donc Philippe bosse pour le distributeur PRS Ok. en France, Adagio. Et donc voilà, il y avait aussi Pao qui était du coup le superviseur PRS à l'échelle européenne qui était présent. Et donc il m'a proposé de rentrer chez PRS en tant qu'artiste. Et donc évidemment tu imagines bien que c'est un train qu'il faut prendre, Ouais. hein. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Et au niveau de tes formations, du coup, est-ce que tu joues en groupe actuellement? Je sais que j'avais entendu parler de Alors, Riffwaves à l'époque. oui, alors écoute, Riffwave, c'est un trio que j'ai créé, si tu veux, dans le prolongement de ce que je fais, hein, c'est-à-dire la reprise instrumentale, où du coup la ligne de chant est jouée par ma guitare. Oui. Donc celle-ci, du coup, est toujours là, hein, même si c'est toujours un peu plus compliqué, tu vois, de se produire à trois plutôt que tout seul, hein, évidemment, pour toutes les raisons que tu imagines bien. Oui. Donc là, je suis par contre accompagné par deux musiciens exceptionnels. J'ai Alexandre Caruana à la basse Oui. et John Elfie à la batterie. John qui a du coup été batteur pour Patomé, Oui. qui a aussi joué avec Pascal, et en fait on s'est rencontrés justement aux 15 ans de Elena, donc voilà, mon pote Steph Elena, qui fêtait les 15 ans de sa marque, Oui. et chez qui du coup j'ai deux pédales signature. Il a fait les 15 ans à Marseille, et donc on a fait une date avec justement tous ces endorsés, Pascal Vignier, Patomé, Patrick Ronda, Néo Géofanatique, moi-même, et c'était juste incroyable. Et donc la section rythmique, c'était John à la batterie, Christophe Babin à la basse, Oui. et c'est là où on s'est rencontrés. Et donc évidemment, encore une fois, je reviens sur les rencontres, mais c'est ça quoi. D'accord. Voilà. Donc pour finir de répondre à ta question, il y a des collaborations que je fais, notamment avec le groupe Cachemire. Cachemire, du coup, qui est un groupe nantais qui tourne partout en France. On a fait le Stéréolux, qui est une salle, une très belle salle, hein, de 1500 personnes, du coup, sur Nantes. On a fait ça au mois d'octobre. Et donc j'étais guest sur la date. Et là, justement, j'ai la Cigale à Paris qui arrive, 31 janvier, pardon, décidément. Et donc là, pour le coup, je suis à nouveau guest sur la date. Ok. Et donc, pour ce qui est du projet plutôt à long terme en termes de groupe, eh ben écoute, on l'a pas encore tout à fait annoncé, mais il y a Manu Rodier, qui est du coup le guitariste historique de Patrick Fiori, qui travaille avec Patrick depuis des années, qui a lancé du coup son projet. Et donc là, on est en train de mettre en place du coup ce projet-là. Wow. Donc là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très concret qui arrive du coup dans les prochaines semaines, prochains mois. Ok, super.
Voilà. Et donc du coup, tu as teasé un petit peu, mais si je te montre cet objet magnifique, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Donc juste pour les déficients visuels, je brandis la première pédale signature de Tanguy, la TK de chez Elena, Guitar Effect. Oui. Voilà. Faut que je la rapproche écoute, ouais, c'est une pédale incroyable, hein, effectivement. Alors, si tu veux, c'est parti du principe que, en fait, on s'est rencontré avec Steph. On a fait en 2019 un événement qui s'appelle le Rockin' 1000, qui est du coup un concert en fait qui a été donné au Stade de France. On était 1000 musiciens sur scène, donc c'était, je l'avais fait vraiment. Comme ça, parce que on m'avait présenté le truc, tu vois, c'est mes parents qui m'ont dit tiens, il y a 1000 musiciens, enfin du coup il y a un casting, etc. Donc, finalement on était 250 par catégorie, donc t'imagines bien 250 guitaristes, et le hasard a voulu que Steph et Lena soient juste derrière moi. D'accord. Et c'est là où on s'est rencontrés, voilà. Donc en fait, ce que j'aime raconter, c'est surtout que avant de sortir la TK, j'aime souvent dire qu'on est avant tout amis. Et ça veut dire énormément parce que, si tu veux, depuis le temps, il savait comment je jouais, il savait le son que j'aimais. Et donc, le fait qu'on soit amis avant tout, c'est justement, déjà, il y a la relation de confiance et il y a le fait qu'ils sachent mes besoins. Oui. Et donc, il n'y a pas eu 1500 protos, hein, il n'en a fait que un. Et il avait déjà trouvé la bonne formule. D'accord. Je lui ai dit simplement, alors il faut aussi dire que il a un savoir-faire extraordinaire, Steph. Ouais. Voilà, c'est pas parce que c'est mon ami, mais il a un savoir-faire extraordinaire, vraiment. Et Steph, il aime pas se mettre en avant. C'est pour ça que je profite d'avoir l'occasion de le dire. Steph est vraiment non seulement un être humain incroyable, mais surtout quelqu'un d'un grand savoir-faire, très très pointu sur ce qu'il fait. Et donc du coup, voilà, je lui ai donné mes besoins. Moi, je lui ai dit, écoute, ce que j'adore, c'est avoir beaucoup de gains, avoir une réserve de gains vraiment très très importante, mais en même temps quelque chose de très propre. Je veux pas que ça tombe dans le piège du son qui est trop crado, qui bave trop. Je voulais quelque chose de très droit, très épuré. Donc ma référence était évidemment le Dual Rectifier de Mesa Boogie. Je lui ai dit, écoute, on part là-dessus, on essaie de viser vraiment cet ampli-là, donc avec beaucoup d'étages de gains. Et comme moi, je suis un guitariste qui aime beaucoup contrôler au volume, oui. Et ben du coup ça me posait pas de problème, parce que, si tu veux, le fait de contrôler au volume, ça me permet vraiment d'avoir un gain maîtrisé dès que tu as le volume un petit peu ouvert, pour pouvoir faire vraiment des choses beaucoup plus subtiles, tu vois, quand il s'agit de jouer des morceaux où t'as pas besoin d'avoir un gain avec une patate extraordinaire. Par contre, dès que t'en as besoin, là tu ouvres ton volume et là tu as toute la puissance qui arrive. Et donc à cela on a rajouté le bouton du milieu, donc le bouton rouge, c'est du coup la présence en fait, hein. Donc c'est un boost dans les hauts médiums, dans les fréquences médiums, qui vont vous permettre en fait de percer le mix pour pouvoir vraiment avoir un son lead. Voilà. Et ça marche du feu de Dieu. Écoute, on est très content, effectivement. C'est devenu vraiment l'élément quasi principal de mon son. Je dis quasi principal parce que il y a aussi quand même ma tête d'ampli qui joue énormément dans l'histoire, mon Mostro de chez Kelt. Moi, ce que j'aime expliquer, c'est que le chaînage, en fait, il a toujours été le même chez moi. C'est j'ai le canal lead de mon ampli qui est, donc on a tendance à penser que la TK a déjà beaucoup de gains, et donc pourquoi mettre le canal lead de l'ampli? Pourquoi? Parce que je vais pas mettre le gain de la TK à burn, je le mets qu'à midi, tu vois, qui est largement suffisant. Ouais. Et en fait, je viens coupler le gain de la tête, qui a un grain très particulier, et en fait qui ouvre vraiment la dynamique du son, et je viens épaissir le spectre de ma guitare par la TK. D'accord. Et en fait, le combo des deux fait que moi, je trouve que le son est exceptionnel. Ok. Ah ouais. Ah, c'est génial ce que tu dis là, parce que c'est vrai que je trouve, personnellement, dès l'instant où on enclenche la TK, on te reconnaît. Enfin... c'est un son très particulier. Et là, c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, j'ai envie de dire, même voilà, on joue une note, on sait d'où le son vient, en fait. Il y a une genèse, voilà. Mais moi, je m'étais dit, pour paraphraser l'ami Gaël, le son, c'est dans les doigts. Donc, je m'étais dit, bon... en fait, je sonne pas. De toute façon, je ne sonnerai pas Tanguy parce que le son, c'est dans les doigts.
Mais effectivement, j'avais quand même le sentiment qu'il me manquait quelque chose de matériel. Et là, oui, effectivement, ton explication sur la Et tête. tu joues avec un ampli, du coup, tu fais comment? Alors, j'ai 2 amplis. J'ai un PV et Ok. un Marshall à lampe que du coup Super. je récupère avec un Torpedo Captor. Très Mais pour des raisons techniques, je joue beaucoup plus souvent sur plug quand même. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je peux citer notamment Axiom de chez Blue Cat Audio. Ah oui, que que j'utilise j'ai aussi. pas mal. Je trouve vraiment que... Alors, le seul bémol, c'est qu'en tant que déficience visuelle, on ne peut utiliser que les presets, parce que les réglages, à l'heure Ouais. où on parle Eh oui. aujourd'hui, ne sont pas complètement accessibles. Par contre, il y a déjà tellement de presets qu'on peut largement trouver son ou ses sons de base. Clairement. Avant D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai constitué le mien, j'ai le patch TK sur Axiom que je peux t'envoyer d'ailleurs si ça t'intéresse. Avec un immense plaisir. Carrément, carrément. Mais voilà, c'est vrai que j'utilise beaucoup Axiom. Et je me suis également procuré les différents plugins de l'ami Reda de Blob Audio. Alors du coup, qui donnent une sonorité différente, des sonorités différentes, mais qui ont le mérite là pour le coup d'être parfaitement accessibles. Puisque du coup voilà, tout se pilote à base de curseurs ou de boutons qu'on tourne. Donc du coup voilà, en fait pour être complètement accessible, le petit mot technique, en fait il faut que le logiciel prenne en charge le mode commande sur Logic et que du coup nous on puisse interagir et régler nos curseurs. Et voilà, l'avantage c'est que chez Blob du coup tout est complètement accessible et complètement paramétrable sans la vue avec Fastboard et VoiceOver. Donc voilà, quand j'ai envie de me faire vraiment quelque chose de A à Z, de construire quelque chose, j'utilise Blob et sinon beaucoup Axiom. Parce que c'est vrai que l'ami Guillaume, il fait vraiment du super taf, quoi. Ça, c'est clair, je partage entièrement. Voilà. Et puis sinon... pas mal de pédales. Alors justement, c'est fou parce que il y a quelques années, c'est Pierre Journel qui m'a filé le virus de la pédale boutique, parce que jusque-là, je jouais avec du TC électronique, voilà, des choses bien sûr. bon marché, quoi. Et en fait, la première pédale boutique que je me suis fait offrir n'était autre que la Patome Drive de Steph. Ah oui, d'accord, t'as commencé avec ça. Voilà, et 2 mois après, il me fallait absolument la Patrick Honda. Et puis l'année d'après, il m'a absolument fallu la TK, quoi. Voilà. C'est le cheminement logique. C'est ça. Et pour le coup, dans les 3 cas, je trouve qu'on retrouve le son de l'artiste. Et rien que ça, je trouve que le savoir-faire, du coup, il est inéluctable, quoi. Carrément. Tout à fait. Alors moi, je t'invite du coup à la TK d'essayer de combiner à la fois ton Marshall et la TK. Ouais. Essaye de faire ça, vraiment. Tu mets le gain un petit peu avant midi. Donc le gain... il faut un peu avant midi et voilà, essaye pareil moi j'essaie de baisser mes aigus un maximum pour vraiment le récupérer en fait dans la main droite, tu vois. Ça a été un constat que j'ai fait, c'est que j'ai une attaque en fait qui est assez forte si tu veux à la main droite, donc j'ai baissé les aigus sur la tête d'ampli et sur la TK pour pouvoir équilibrer un petit peu tout, parce que je sais que je les récupère à l'attaque. Et donc si tu en gros mets le gain un peu à midi, pareil pour la présence, pareil pour le volume, tu vois, tu te prends pas la tête. Par contre, tu mets les basses à midi, tu mets le médium vers j'ai envie de te dire 8-9 heures, tu vois, un petit peu au quart, et tu baisses par contre le treble. Si tu mets un peu de gain dans ta tête Marshall, là tu dois avoir un son super. Waouh. Voilà, écoute, ça tombe bien, une vidéo arrivera dans les prochaines semaines sur la TK, donc je vais tester ça. Et puis pour celles et ceux qui nous regardent, voilà, n'hésitez pas également à faire le test chez vous si vous avez la TK et à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si le test est concluant. Parce qu'attention, sinon... faut se plaindre au service après-vente. C'est ça, oui, carrément. D'ailleurs, ça peut arriver, tu vois, il peut y avoir des soucis techniques, et ça là-dessus, pareil, Steph, hyper réactif. Et ça, voilà, c'est ce qui fait aussi la différence, j'ai envie de te dire. Ok. Ouais, et j'ai jamais eu affaire à ce versant-là, puisque tout a parfaitement marché. Croisons les doigts. Voilà. Mais oui, j'ai aucun doute, et puis il est vraiment très réactif. Dès qu'on le contacte, il est présent, toujours le mot... toujours le mot gentil, toujours le mot pour donner la patate en fait. Et exact, c'est ça. C'est super cool. Ouais. Ok.
J'ai entendu dire, je sais pas si c'est info ou intox, hein, mais qu'un EP serait en cours de préparation quelque part. Ah, oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est effectivement le gros projet, en tout cas pour mon projet, pour TK, hein, en 2026, effectivement, je suis en train de travailler très très dur sur l'EP, le tout premier, parce que évidemment, c'est quelque chose sur lequel on m'attend déjà depuis très longtemps. Et donc, effectivement, cet EP-là, si tu veux de l'info exclusive, donc ce sera un EP 6 titres. Ouais, Et donc ce sera évidemment 100% compo. Et il y aura plus de morceaux chantés que de morceaux instrumentaux. d'accord. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et puis bah écoute, après la vibe, évidemment, je pense qu'il faudra pas s'attendre à ce que je fasse du jazz, évidemment. Ça sera vraiment sur une vibe très très années 80. Mais quelque chose, voilà, j'ai envie d'apporter quelque chose qu'on voit pas souvent. Et je peux pas évidemment trop en dire parce qu'il peut y avoir aussi, tu sais, des changements de Bien plan de sûr. dernière minute. Donc voilà, mais on sera vraiment sur quelque chose d'assez frais, j'imagine. Mais voilà, moi tu sais, je suis très Toto, Foreigner. Tu vois, c'est un peu ma vibe. Ouais, Donc il me faut du synthé. Voilà. d'accord. Donc il y en aura. Et des chanteurs, Oui, j'imagine. oui, oui. La grande question restera évidemment de savoir qui, comment et quand, mais effectivement, c'est le projet. On est en train d'essayer de composer vraiment le truc. Alors, je suis pas tout seul, c'est pour ça que je dis on. Oui, On est vraiment une équipe fermée, mais voilà, j'ai la prod, j'ai tout qui est là, et donc j'ai effectivement un compositeur qui travaille avec moi. Et c'est quelque chose que je voulais aussi parce que je voulais pas non plus avoir que mes idées, je voulais aussi quelqu'un qui comprenne cette vibe-là et qui aussi apporte son savoir-faire. Et donc, je voulais travailler vraiment avec lui depuis très longtemps. Il s'appelle Simon Picot. Il est plus connu sous le nom de Monstera, qui est son nom d'artiste. Il est sur Nantes. d'accord. Et donc, voilà, il est compositeur, guitariste, DJ. En fait, il a beaucoup de casquettes, mais en fait, je voulais vraiment travailler avec lui parce qu'il a vraiment cette fibre du groove. Et ça, voilà, j'aime bien cette collaboration-là, c'est-à-dire vraiment d'essayer de bosser avec d'autres personnes pour eux aussi, enfin qu'on arrive à faire une combinaison avec mon empreinte, évidemment, mes titres, et en même temps le savoir-faire d'autres. Il faut aussi se dire que voilà, moi, j'ai pas non plus tout le matériel à disposition, donc effectivement, il faut aussi savoir faire confiance à ces gens-là, quoi. Oui, bien sûr. J'ai très hâte. Voilà, donc normalement, écoute, la sortie est prévue pour la rentrée prochaine. Ok, Donc évidemment, il y aura des titres qui seront évidemment dévoilés en avant-première comme des singles, hein, évidemment. Ce sera normalement un titre par mois. On gardera une réserve de deux titres, je pense, tu vois, pour la sortie de l'EP, quoi. Mais voilà, on travaille dur pour que ce soit dans les temps. nickel, super. Ouais. Et en termes de disponibilité, ça sera sur les plateformes qui rapportent rien Oui, ou il y aura oui, des oui, oui, ce sera sur d'autres les plateformes solutions qui pour rapportent pouvoir... Écoute, tout est possible, hein. Moi, si je peux effectivement le proposer en vinyle, moi, c'est un truc, un billet que j'adore. Donc, si on peut faire ça, ce serait super. Oui, CD, si on peut le faire, évidemment, on le fera. Voilà, on s'interdit rien, évidemment, mais oui, la moindre des choses, c'est qu'il soit disponible partout en streaming. Ouais. d'accord. Ouais. Ok. Et donc j'imagine qu'il y aura la possibilité de te le commander aussi, quel que soit le format, le ou les formats Oui. Oui, à la oui, oui, il sortie. sera disponible sur mon site internet. Si effectivement il est disponible dans un format physique, évidemment, il sera disponible sur mon site partout, évidemment, hein. J'essaierai de faire en sorte, en tout cas, qu'il le soit. Et voilà. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le gros projet. Il était temps, si tu veux, que je propose aussi des titres composés et pas que des reprises, quoi, hein. Et ça, je comprends aussi, hein. Donc voilà. Ouais. Mais tu comptes tout de même quand même garder cet ADN, j'imagine, Oui. qui t'a lancé. Bah, c'est ce qui m'a, si tu veux, c'est ce qui m'a ouvert à ce public-là, Oui, tu vois. d'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'arrive sur une salle ou un festival avec un public qui n'est pas forcément le mien, je sais que, si tu veux, ce qui va me stresser, ça va pas être ce que je joue. Parce qu'il va y avoir forcément un titre ou deux qui va finalement parler aux gens. Il y a aussi le fait que il y a eu des années de mise en confiance par les retours que j'ai eus sur les réseaux, si tu veux. Il y a un moment donné, je savais pas trop s'il fallait que je me lance sur scène, même si c'était mon désir le plus profond. Ouais. Il a fallu que j'attende que les gens
voilà, que j'ai des retours, quoi, que j'ai vraiment un public qui soit là pour ça. Et donc là, on arrive bientôt à 100 000 personnes sur TikTok, juste sur TikTok, hein, donc tu vois, c'est beaucoup. Et Et il y très a mérité. beaucoup, voilà. Très, très mérité. C'est gentil. C'est gentil, merci. Non, mais voilà, j'ai des bons retours qui font que ça plaît. Donc, effectivement, il y a eu des ajustements au fur et à mesure des années. Et donc, voilà, il y aura effectivement toujours des gens à qui le chanteur manquera, ce que je peux comprendre, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Oui. Mais pour ceux qui me suivent et ceux qui aiment ça, effectivement, je sais que voilà, si c'est pas forcément. Si t'as pas l'habitude d'écouter ça, il y aura forcément un titre ou deux que tu vas kiffer, quoi. Donc, si tu veux, le challenge a toujours été le même, c'est de dire que il faut catcher l'émotion de la voix originale pour pouvoir essayer de la retranscrire au mieux. Et donc évidemment, même si l'EP est là, je n'abandonnerai pas tout ce que je fais à côté, évidemment, parce que c'est mon kiff avant tout. Ouais. Et ça, il faut jamais, je pense, le perdre. Évidemment. Le perdre de vue, évidemment. Vraiment, le plaisir, le kiff. Non, c'est clair. Et pour le partager, il faut déjà le vivre soi-même. Ah oui, bien sûr. C'est ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu arriveras à transmettre l'émotion aux gens, c'est parce que tu es toi-même convaincu par ce que tu fais et que tu fais les choses avec tes tripes. Ouais, voilà. C'est ça. Et justement, je voulais aborder encore un sujet, je reviens un petit peu au côté scène. Donc tu joues parfois, j'imagine, encore sur des backing tracks, pas forcément toujours avec le trio ou accompagné. 99% c'est au backing track parce okay. qu'on a fait très peu de dates avec Riffwave. Donc évidemment, j'aurais bien voulu que la tendance s'inverse, mais non, la plupart du temps c'est avec mes backings. Et donc du coup, pour l'occupation de la scène, comment tu le gères? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on s'y fait? Est-ce qu'il y a des tips sur quoi tu te bases en fait pour pouvoir réussir à occuper la scène et kiffer déjà pour toi-même, puis pour... c'est un vrai sujet ce que tu abordes. Ouais. C'est un vrai sujet parce que c'est pas quelque chose de ça s'apprend évidemment, parce que ça se travaille. Le mieux, j'ai envie de te dire que c'est toujours quand tu as des affinités, le fait que tu sois à l'aise en public, déjà en règle générale, ça va beaucoup t'aider, hein. J'aime beaucoup être sur scène, donc ça m'aide parce que justement j'ai envie de partager avec les gens, mais par contre je suis quand même une éponge. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire, si les gens sont réceptifs, ça va me galvaniser pour essayer d'être encore plus dans l'énergie, dans l'occupation de l'espace. Si vraiment tu as des gens qui ne sont pas réceptifs, et qui réceptifs, je vais y arriver, et qui sont, enfin voilà, tu vois que t'es pas au bon endroit. Là, c'est beaucoup plus compliqué, si tu veux, de rester dans ton match. Ça m'est arrivé, hein, on peut pas faire des bonnes dates partout, et c'est vrai que quand tu as un public qui n'est pas réceptif, là, c'est dur. Ouais. C'est dur d'occuper l'espace, c'est dur de garder le sourire et de rester dans ton match. Je pense que c'est là où il faut que tu puisses dans tes ressources et que tu sois capable justement de te dire, allez, je me surpasse. Et ça, finalement, t'apprend beaucoup quand même avec un public qui n'est pas le tien, parce que ça t'apprend quand même à tenir ton bateau dans la tempête, et ça c'est cool. Mais quand ça se passe bien, on va plus axer la réponse là-dessus. J'ai envie de te dire que c'est compliqué parce qu'effectivement il faut que tu tiennes la scène quand tu as un backing track, donc il faut garder le sourire, faut être capable de bouger, aller à droite, à gauche. Alors je joue en sans fil maintenant, ça m'aide beaucoup. Oui. Avant j'étais plugué, donc t'étais un petit peu quand même limité, même si avec un grand jack t'arrives quand même à faire des mouvements, mais t'as quand même envie de, tu vois, en fait, ce que je dis souvent aux gens qui me posent la question, à mes stagiaires, quand j'essaie d'aborder le côté scénique, le fait que les gens n'arrivent pas à se libérer complètement sur scène, c'est un peu ça le sujet finalement. Ouais. Le fait de se libérer sur scène, en fait, c'est, pour moi, je pense qu'il faut essayer de libérer des slots mentaux de stress qui t'occupent l'esprit et qui t'empêchent de lever la tête et de kiffer ton moment. Donc l'être humain, il est comme ça, si tu veux, on est tous pareils. Un rien va nous stresser. Quand on est dans une situation de stress et qu'on n'est pas du tout dans notre élément et qu'on se met un petit peu en fragilité, on va penser à tout, c'est-à-dire un lacet qui est défait, un jack qui est entremêlé,
une pédale qui a son alimentation qui est un petit peu branque-ballante et qu'un rien peut la faire sursauter. Un son qui n'est pas le tien, tu t'entends pas bien. T'as une guitare qui se désaccorde, tu vois, les cordes sont un peu rincées. Ah mince, j'ai oublié de changer les cordes avant de monter sur scène. Va falloir que j'essaye de faire en sorte que la guitare soit accordée tout le temps. Mais mais à tout moment, elle peut me lâcher entre les pattes, tu vois. Tout ça, ça va occuper de l'espace dans ton esprit et tu vas te stresser la vie. Donc ça, c'est des éléments qui vont faire que tu vas pas être bien sur scène, tu vas pas jouer de manière complètement décomplexée et ça va être compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, sur cette scène-là, par exemple, sur quoi j'ai la main et sur quoi je n'ai pas la main. Je n'ai pas la main sur le son. Si par exemple il y a un ingé son en face, si par exemple tu vois que la communication est compliquée, bon, j'ai pas trop la main sur le son, j'ai pas trop la main sur tel élément là, ok, la lumière, j'ai pas trop la main là-dessus. Par contre, j'ai la main sur ma guitare, mes cordes, mes pédales à mes pieds, mon ampli. Tout ça, c'est des choses que tu dois être capable de verrouiller avant de monter sur scène. Parce que c'est des choses auxquelles tu ne penseras plus après. C'est ça. Tu vois ? Et donc, tout ça, ça aide à occuper l'espace, à penser à autre chose, en fait. Et à avoir complète confiance dans ton matériel et à kiffer l'instant présent. Et c'est finalement ce dernier truc, le fait de kiffer l'instant présent, qui fait la différence. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, je sais pas si j'ai pu répondre à ta question, mais c'est voilà. Même plus que ça, si tu veux, j'ai eu des dates qui ont été compliquées. Ouais, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. C'est vrai que même moi personnellement, c'est des détails auxquels je ne pensais pas, et c'est toute une accumulation de choses en fait qui peuvent t'occuper l'esprit et complètement. Pas forcément de manière très saine et du coup qui peuvent venir altérer ta disponibilité pour le moment. Évidemment, parce que tu te mets à nu sur scène. T'es d'accord avec moi ? On se met en situation de fragilité totale. Ouais. Donc, surtout qu'en plus, quand tu es jeune guitariste ou pas, mais en tout cas un guitariste qui n'a pas l'expérience de scène, quand tu vas sur scène en premier, c'est quand même une source de stress immense. Puisque tu n'es pas chez toi, hein, tu as du public. Voilà. Et donc, évidemment, on a peur du pain, on a peur de la faute, on a peur du jugement, on a peur de toutes ces choses-là, d'accord ? Donc, c'est des choses qui déjà nous stressent. Alors, imagine si on se rajoute des complications matérielles, logistiques, tout ce que tu veux, tu vas pas prendre de plaisir, quoi. C'est ça. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à se dire qu'il faut un lâcher-prise. Hein, quel qu'il soit, il faut lâcher prise. À un moment donné, se dire, bah écoute, voilà, on parlera plus de cette date dans quelques temps. Si je me plante, c'est pas grave, ça me servira à ne pas me planter à la date d'après. Hein. Donc, il faut se dire ça. Il faut aussi pouvoir se dire, il y a des gens qui viennent, qui prennent du temps pour venir te voir, hein, qui ont potentiellement annulé des choses, qui ont bloqué la date pour venir prendre leur bagnole, prendre du temps sur... Donc, on a cette responsabilité-là aussi de dire, il faut qu'on offre quelque chose à ces gens-là. Tu vois ? Et donc, c'est des gens qui potentiellement ne verront pas le petit pain que tu fais, qui toi va te déstabiliser, qui va faire en sorte que tu sors complètement de ton match et que du coup, tu vas te dire mince, fais chier, j'aurais pas fait une copie parfaite. Ouais, mais les gens peut-être ne le verront pas ça. Mais par contre verront la tête que tu fais à ce moment-là. Bien sûr. Et donc, c'est ça aussi qui fait que à un moment donné. C'est dur, hein. Je te dis pas que tout ça s'apprend direct. C'est des années d'expérience, je pense, sur scène qui font qu'à un moment donné, tu arrives à essayer de prendre du recul par rapport à tout ce que tu as vécu. Comme je te disais juste avant, j'ai eu des mauvaises scènes aussi, j'ai eu des mauvais passages, mais tout ça, tu ressors grandi. Voilà. Et du coup, ça fait écho à un principe que je donne souvent aux élèves. C'est vraiment le fait, en fait, d'intérioriser les morceaux qu'on veut jouer, de vraiment se les approprier pour qu'ils fassent partie de nous et ainsi éviter le trou noir. Parce que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, cette peur du trou noir, vraiment la crainte d'arriver sur un morceau ou un extrait de morceau et te dire « Ma merde, je sais plus ». Oui.
Oui, bah alors ça, effectivement, ça c'est le fait justement que le morceau, en fait, passe de ton cerveau à tes doigts. Ça veut dire que à partir du moment où il Voilà, descend, ça veut dire que ça devient c'est automatique. Et ça. là, effectivement, c'est aussi une composante hyper importante que tu mets en avant, c'est le fait de connaître par cœur ce que tu joues, Voilà. évidemment. Et donc du coup, pour qu'on définisse, tu me diras si tu es d'accord avec moi, cette notion de par cœur, c'est pas vraiment l'idée de dire j'apprends mon morceau par cœur comme j'apprendrais une poésie, c'est vraiment je travaille, j'intériorise le morceau et je le fais passer d'une conscience à un réel ressenti pour du coup Exactement. pouvoir m'exprimer et finalement, comme on disait tout à l'heure, sonner moi-même sur un morceau, que ça soit une compo ou une reprise de quelqu'un. Voilà, pas chercher l'imitation, mais vraiment s'approprier le morceau et se dire, ok, là, j'interprète tel morceau à ma sauce à moi, et comme tu dis, ça descend du cerveau au doigt, c'est automatique et je n'ai plus à y penser. Oui, oui, oui. Et puis, en fait, finalement, ça répond aussi à la problématique de la gestion de l'imprévu. Oui, Qu'est-ce qui se passe s'il y a un imprévu? Voilà. Si tu t'entends mal, si tu n'as plus de retour, par exemple, et que ça saute. Que, voilà. C'est, en fait, le fait de savoir gérer l'imprévu, ça veut dire que tu connais ton morceau tellement par cœur que tu arriveras forcément à faire une pirouette. Le fait de faire une pirouette, de savoir le faire, ça te libère le cerveau. oui, Tu te dis, mais il peut se passer n'importe quoi, je saurais gérer. Et donc là, tu es complètement débridé finalement, tu vois. ouais, Donc quand tu es tout seul, c'est une chose. Quand tu es en groupe, bah, c'est des musiciens qui se connaissent par cœur. Et donc qui arrivent à maquiller l'imprévu, ça arrive et ça c'est magnifique. Ça veut dire que il peut se passer n'importe quoi. ouais, Et voilà. Moi par contre, tu vois, il y avait cet onglet-là. Qu'est-ce qui se passe si par exemple mon backing track s'arrête? oui, Si par exemple il y a X ou Y raison, le jack plugué sur mon Mac s'en va, s'il y a un souci quelconque, si tu veux, là, toute la section rythmique c'est s'arrête. ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, Il se passe plus rien. c'est ça. Tu es à poil. Et donc bah là c'est, tu vois, c'est même pas la basse ou la batterie. Non, non, c'est tout. Et donc bah ça c'est très compliqué. Donc il faut savoir aussi avoir un plan B, C, D, et puis gérer le truc, quoi. Ouais, Voilà. ah ouais, ouais. Et donc vraiment, cette intégration des morceaux, elle est nécessaire. Et ça, c'est pareil, ça Bien sûr. s'apprend. Ça s'apprend. Moi, Bien sûr. moi, pour te dire, je suis tombé dans la musique donc à l'âge de 6 ans. Pour te raconter rapidement, en fait, comment ça s'est fait, c'était lors d'un téléthon. J'avais 6 ans et demi. Et Ok. un groupe se produisait dans mon village natal. Et en fait, mon papa a essayé de me décrire ce que c'était qu'une basse. Donc voilà, moi, non-voyant total, je dis bah, papa, c'est quoi? Alors, à part me dire, c'est un gros truc avec 4 grosses cordes, Ouais, quelque ouais, ouais, chose bah oui. comme ça. Et en fait, mon père a eu, entre gros guillemets, le culot, entre deux morceaux, de me faire monter sur la scène et d'aller voir le bassiste en disant bah voilà, mon fils souhaiterait se représenter une basse, est-ce que vous accepteriez qu'il la touche? Donc du coup, ma mère m'a fait toucher la basse, et puis moi, forcément, très curieuse, je dis ah bah je veux en jouer, je veux en faire. Ce à quoi le bassiste, Yannick pour le citer, me répond bah non, t'as des trop petits doigts, tu pourras pas. Par contre, il se retourne vers mon père, il dit ah, j'ai 2-3 guitares qui traînent à la maison, si ça l'intéresse, je lui apprends à jouer de la guitare. Et en fait, c'est parti comme ça, et la semaine d'après, j'étais chez Yannick avec un modèle pour enfants dans les mains, et Incroyable. il a commencé à me faire jouer. Et puis bon, lui, il avait un petit cousin de mon âge dont les parents en avaient marre de l'entendre taper sur des casseroles, il venait de lui acheter une batterie. Donc la batterie a fini du coup dans le sous-sol de chez mes parents. Et puis bah ce petit batteur connaissait quelqu'un qui voulait se mettre à la basse, qui connaissait quelqu'un qui voulait se mettre au synthé. On a créé un petit groupe comme ça qui s'appelait Les Garnements. On a tourné pendant 11 ans. Et je me souviens toujours, Incroyable. mon premier concert, on avait à peine 7 ans, on a joué devant un bar en plein air, on avait 3 morceaux, on a joué 1 heure et demie, on a joué en boucle. Et Incroyable. c'était juste énorme. Et c'est vrai qu'assez rapidement, en fait, la question que mes parents se sont posée et que moi je me suis posée dès que j'étais vraiment en âge de me la poser, c'est bah ouais, mais je vais faire comment? Parce que j'ai pas accès au support visuel. Bah oui. Certes, je fais beaucoup de choses de tête, forcément, mais je me disais oui, mais je vais jamais pouvoir retenir les morceaux que je veux jouer. Comment est-ce que je vais pouvoir vraiment me mettre à la musique, sachant que je n'ai pas accès aux tablatures, je n'ai pas accès aussi à une mobilité complète. Puisque bah effectivement, j'y pensais dès l'instant où j'étais ado, j'ai dit oui, mais je pourrais jamais conduire, donc je pourrais jamais me déplacer, il faudra toujours que je sois assisté. Enfin, c'est vrai que plein de choses Eh oui. m'étaient venues. Et en fait, bah, c'est Yannick justement
qui m'a appris à apprendre quelque part et à intégrer tous ces morceaux. Et c'est un jour, ça faisait 6-7 ans qu'on tournait avec le groupe et je me dis mais attends, là tu viens de t'enquiller un set de 3 heures, ok on fait tel titre, tu n'y réfléchis plus. Et c'est que bien plus tard vraiment que je me suis posé la question de comment j'ai fait. Et ce que je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir enseigner ça, pouvoir transmettre ça. Et je me suis dit, voilà, comment j'ai fait, moi, pour intérioriser les morceaux. Donc je me suis formé, notamment aux techniques d'apprentissage, aux techniques mémorielles, etc. Et je me suis rendu compte que, en fait, sans le savoir, je les avais appliquées pour pouvoir développer. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais me lancer le pari de pouvoir enseigner la musique. Et on s'est jeté dans le grand bain, je me suis dit, allez, c'est parti, on crée la boîte. Magnifique. on crée Zimmerblind. Et voilà, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de transmettre, c'est ça, en fait. C'est apprendre à apprendre et vraiment un petit peu faire tomber les préjugés, faire tomber certaines barrières, de se dire, mais j'ai une mauvaise mémoire, ou mais j'ai une mauvaise oreille, ou j'ai pas l'oreille absolue. Mais on s'en fout. En fait, l'idée, c'est que tout le monde peut apprendre à apprendre, peut intérioriser, et après peut partager, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir transmettre à un public, il faut soi-même ressentir, et pour pouvoir ressentir, il faut que le cerveau soit libre. Parce que si tu es trop dans la concentration, et c'est là je dis ça sans parler de tout ce que tu as dit là tout à l'heure, en évoquant tout ce qui pouvait arriver sur scène, si les morceaux ne sont pas intégrés et que tu dois y réfléchir, tu ne peux pas espérer t'exprimer, transmettre une émotion, et du coup transmettre un ressenti si toi-même ton ressenti en fait est bridé parce que tu es attaché à un support, parce que tu n'as pas intériorisé le titre en fait. Oui, bien sûr, et c'est vrai que je trouve que souvent en fait les personnes se pensent incapables d'y arriver, et moi honnêtement je ne suis pas Einstein, mais pourtant j'ai réussi et tous les jours j'apprends de nouveaux morceaux, je les intériorise. Par contre effectivement il faut appliquer une méthodologie pour pouvoir après s'en sortir et après faire face à tout ce que tu as évoqué, tous les petits imprévus qui peuvent arriver sur scène, quoi. Exact. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, t'as tout résumé. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Donc bravo. Et c'est vrai que pour moi, bravo pour le projet. Merci. Et c'est vrai que c'est un énorme pari parce que, comme je te disais un peu tout à l'heure en off, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont l'habitude sur YouTube, d'avoir des tablatures qui défilent sous les tutos, etc. D'aller rechercher les tablatures pour pouvoir travailler un morceau. Mais voilà, moi ce que je veux enseigner, c'est le fait que mais un morceau en fait on peut l'aborder grâce à notre oreille, grâce à une connaissance, puis après retransmettre le ressenti que ce morceau nous procure. Et je trouve que c'est exactement toi ce que tu proposes en fait. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu cette approche à l'oreille, donc je rejoins complètement ce que tu dis, effectivement. Ah ouais. Voilà un petit peu aussi pour t'expliquer un petit peu le cheminement de ma pensée. Et du coup, je voulais aborder le dernier, avant-dernier / dernier sujet, justement l'inspiration que tu m'as donnée, parce que comme je te l'ai dit, moi je me suis grandement inspiré de toi, parce qu'en fait, je voulais aussi être dans la création, puisque j'ai également été formé donc en informatique adaptée et en MAO adapté, et aujourd'hui je propose mes productions, et je m'étais dit comment est-ce que je peux montrer à mon audience que je vais proposer des backing tracks maison, autres que ceux qu'on peut trouver en tapant backing track A minor sur YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui. Et c'est vrai que je m'étais posé la question, je m'étais dit comment est-ce que je vais faire en fait pour pouvoir moi créer quelque chose qui se suffisent à soi-même, qui transmettent quelque chose aux élèves et qui leur donnent envie de prendre leur gratte tous les jours et envie du coup d'aller bosser le morceau à différents tempos avec différentes intentions. Voilà. Et là, je t'ai découvert et je me suis dit, mais carrément, t'adaptes les mélodies chantées à la guitare, tu fais des prods, voilà. Et à ce moment-là, quand j'ai eu la TK et que je me suis lancé avec la TK, je me suis dit, mais en plus, t'as la TK, tu n'auras jamais la prétention d'avoir le son de Tanguy, mais ça sonne. Voilà, c'est génial. Ça fait super plaisir. Et vraiment, je voulais te remercier parce que, honnêtement, il me manquait cet angle-là de me dire, ok, comment est-ce que je vais pouvoir faire des productions, des backing tracks qui vont un peu sortir du lot et qui vont permettre aux élèves de s'exprimer. Et je me suis dit, c'est en t'exprimant toi-même dedans. Et je me dis, mais comment je m'exprime ? Et là, j'ai découvert ton travail et mais oui, on y est clairement en fait. C'est mettre de soi-même dans des reprises
s'approprier les morceaux et du coup transmettre une énergie qui est la tienne dans le but Oui. qu'elle soit communicative aux personnes qui te suivent et pour que les personnes apprennent de toi aussi, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, merci beaucoup. C'est un retour qui me fait super plaisir. Donc, écoute, en fait, t'as tout dit, c'est ça. L'idée, c'est justement de réinterpréter avec justement tes propres sentiments, et c'est juste formidable. Donc, merci pour ça, vraiment. Et puis voilà, tu vois, ça, c'est des retours qui font plaisir, qui donnent envie d'aller encore plus loin, et c'est trop bien, quoi. Bah, merci à Ouais. toi, parce que vraiment, je l'aurais pas trouvé tout seul, cet angle, très honnêtement. Et voilà, là, je t'ai notamment C'est cool. transmis là, le dernier cours que j'ai sorti sur le morceau de Oui. Florent Pagny. Et Oui. honnêtement, oui, j'ai passé 10 heures sur ma prod. Je me suis dit, je vais faire du mix, je vais vraiment faire une prod, plus qu'un backing track, vraiment une prod. Et je me suis éclaté. Et quand j'ai ajouté cette adaptation de la mélodie chantée dessus, je me suis dit, oui, il y a un combo là, il y a quelque chose qui se passe. Et je transmets du Florent Pagny avec ma patte à moi d'enseignant. Ouais, tout à fait. Bah oui, clairement. Ouais. Bah ouais. Donc, C'est trop bien. C'est moi qui te remercie. Trop bien. Et donc pour Trop finir, finir aussi avec la page des remerciements, je voulais vraiment faire un gros big up à Pierre Journel de la chaîne Guitare. Et déjà, si tu peux nous en parler un petit peu, parce que je sais que Pierre et toi, c'est une longue histoire d'amour. Oui. Bah, Pierre, tu sais, alors on s'est rencontrés il y a plus de 5 ans, hein, maintenant, je crois. Oui, plus de 5 ans. Donc, si tu veux, ça, c'est. Voilà, moi, je me suis tout simplement abonné à la chaîne Guitare, et puis on est devenus amis depuis. Et donc. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et donc avec qui du coup on a passé beaucoup de temps, que ce soit dans le showroom ou ailleurs, en salon. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je respecte aussi énormément par rapport à son parcours, au pari qu'il a fait par rapport à la chaîne Guitare. Il fallait aussi, tu vois, se lancer. Il a quitté un gros job pour pouvoir se lancer son contenu, Oui. lancer sa chaîne. Donc je retrouve beaucoup aussi le choix que j'ai fait en me lançant en tant que guitariste pro, tu vois. Et donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour ça, et puis évidemment c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc voilà, il a été aussi un acteur majeur dans aussi ma prise de position dans le paysage, disons, guitare français. Il m'a interviewé, on a fait pas mal de petites choses ensemble, et voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. Voilà, moi je milite évidemment pour que la chaîne Guitare vive le plus longtemps possible, parce que des médias comme ça, il y en a pas. Clairement. Donc il faut qu'ils continuent, qu'ils gardent vraiment la force de créer du contenu, et on sait ce que c'est quand on est indépendant, et je pense que tu le sais aussi. Oui. Le plus dur, c'est de se motiver soi-même. On n'a pas de collègues, il n'y a que nous. Donc le plus important, c'est ça. Et voilà, j'espère en tout cas que la chaîne Guitare encore durera des années et des années. Ouais. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est effectivement, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne Guitare, donc voilà, Tanguy a très très bien résumé à l'instant qui est Pierre Journel, la personne qui est Pierre Journel, et donc du coup la chaîne Guitare, donc du coup Pierre nous propose tout un tas de vidéos orientées guitare, à raison de quasi une publication par jour. Donc voilà, ça va de reportages dans les salons, puisqu'il se déplace très très souvent dans les salons orientés guitare. Voilà, ça passe par des interviews de guitaristes, de luthiers, de fabricants d'amplis, de pédales. On a aussi une communauté privée réservée aux abonnés, et là je trouve vraiment plus encore, je trouve, que le contenu, même si son contenu déjà est extraordinaire, mais Pierre a vraiment créé quelque chose d'unique avec cette communauté backstage qui nous permet du coup voilà, d'échanger entre nous, entre passionnés, et de s'y retrouver, et d'échanger, que ça soit des idées ou même du matos, notamment par la tournée matos qu'il organise. Et voilà, pour en dire un mot, la tournée matos, voilà, Pierre propose d'envoyer une pédale au premier abonné. Ce premier abonné va l'envoyer une semaine plus tard au suivant, etc. Faire une forme de chaîne comme ça. Et chaque abonné, du coup, peut tester le matériel chez lui, dans sa configuration, pendant une semaine. Et ça, c'est juste énorme. Moi, personnellement, j'ai notamment découvert Steph et Léna par le biais de Pierre Journel. Ok. Et toi aussi, du coup, je t'ai découvert par l'intermédiaire de la chaîne Guitare, et voilà, trop bien. Voilà, et aujourd'hui on a un véritable annuaire de la guitare sur la chaîne guitare.com, et franchement 20 balles par mois, mais ça les vaut amplement pour avoir cette qualité et cette diversité
d'offres, en fait, de propositions. Et, Bien sûr. et moi, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure, voilà, Steph et Lena, je l'ai connu grâce à Pierre. Toi, j'ai entendu parler de toi pour la première fois grâce à lui. J'ai également découvert Patomé, Pascal Vignier, avec qui j'ai pris des cours, grâce à Pierre. Waouh. Et honnêtement, je Ouais, c'est le incroyable. dis très honnêtement, je ne serais pas aujourd'hui le guitariste que je suis aujourd'hui sans Pierre Journel. Et je vais même aller plus loin, Zimmer Blind n'existerait pas sans Pierre Journel aujourd'hui, je le sais, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert tous ces pédagogues qui m'ont enseigné, qui ont apporté leur pierre à mon édifice et qui m'ont permis de bâtir ce que je suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui et la pédagogie que je propose aujourd'hui. Donc Incroyable. vraiment un grand merci Magnifique. à lui, un grand big up à lui. Ouais. Et allez Bravo, soutenir Pierre. Pierre Journel, faites un tour sur son site et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est du velours. Clairement. C'est du velours. Clairement, ouais. 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 Voilà, et bien écoute Tanguy, merci beaucoup, merci du fond du cœur Merci à toi. d'avoir été là. Merci à toi. Franchement, pour tout te dire, pour moi c'était la première. Intervieweur, je connaissais pas encore. Eh ben, tu as un certain talent pour ça, bravo. Ah bah merci beaucoup, parce que oui, j'y suis allé vraiment honnêtement complètement au feeling, et je me suis dit allez, on y va, et je vais redire ce que j'ai dit en introduction, mais avoir l'honneur de te recevoir en premier invité aujourd'hui avec 72 abonnés sur la chaîne et 3 mois d'existence. Vraiment, grand merci à toi, merci pour ta confiance, merci pour ton temps surtout, parce que effectivement, avec grand plaisir. Là je suis persuadé que voilà, bien des personnes vont être inspirées par tout ce que tu nous as dit. Je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour, je sais pas si tu as d'autres choses que tu voulais aborder avant qu'on... Non, simplement te remercier à nouveau, hein. Merci à toi pour l'invitation, et puis évidemment longue vie aussi à Zimmer Blind, voilà, hein. Bravo pour ce que tu as fait, et puis voilà, ça va être super. Ouais, on va tout faire pour en tout cas. Ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Et puis écoutez, si vous ne connaissez pas encore Tanguy, n'hésitez pas à le rejoindre sur ses réseaux sociaux. Je mettrai bien sûr tous les liens dans la description. N'hésitez pas également dans les commentaires à vous exprimer, les amis, nous dire ce que vous avez pensé de cette interview. N'hésitez pas à rebondir sur les différents sujets abordés. On se fera une joie de vous répondre et de converser. Les commentaires YouTube sont là pour ça. Et également, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Zimmer Blind Music, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça fera extrêmement du bien à la chaîne d'un point de vue algorithme YouTube, parce que c'est vrai qu'au début, voilà, pour avoir la première visibilité, c'est toujours un peu compliqué. Donc vraiment, croyez-moi, 2 clics, un abonnement, un like, ça fait parfois toute la différence. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis, moi, il me reste une seule chose à vous dire, c'est que je vous dis à très très bientôt sur Zimmer Blind Music. Et encore une fois, un grand merci à toi, Tanguy. Merci à toi. À bientôt, salut.